Écoutez, bonsoir à tous. Alors du coup, déjà, premièrement, je tiens à m'excuser, nos slides sont en anglais. On s'est un peu trompé là-dessus, mais vous inquiétez pas, tout sera expliqué. Alors l'objectif aujourd'hui, nous, en tout cas, ce qu'on souhaitait partager avec vous ce soir, c'est notre parcours. Là, en l'occurrence, on va avoir un suivi temporel, notre parcours sur cette, globalement, année et demie passée par rapport à tous les outils de l'IA qu'on a pu utiliser, implémenter, juger un petit peu de notre côté, et vous donner, du coup, notre ressenti sur les différentes étapes qu'on a traversées. Alors aujourd'hui, je suis avec Sébastien, on est tous les deux donc membres de l'équipe engineering chez Datadome et plus spécifiquement du coup d'une équipe qui s'appelle Dashboard finalement, qui intervient donc pour la partie technique. On a une full stack, une partie back-end et une partie front-end. On reviendra là-dessus par rapport à nos usages. Alors justement, j'évoquais cette notion de phase, d'étape. On a essayé de notre côté de la découper en fait par rapport à nos ressentis et les différents paliers qu'on a eu l'impression, si vous voulez, de passer. Évidemment, ça, c'est pas figé dans le marbre, c'est notre ressenti personnel. Ce qu'on va voir en premier, c'est les balbutiements, si vous voulez, de ces outils, jusqu'à aujourd'hui un usage bien plus poussé, et voir ensemble un petit peu comment on peut imaginer une suite à cet avancement finalement qui nous paraît déjà riche. Alors, ce premier stade, le Curious Observer, il y en a peut-être parmi vous qui l'ont vécu ou qui le vivent encore aujourd'hui. Pour nous, ça s'est matérialisé, si vous voulez. Donc, on est en janvier 2025. Il faut se remettre dans le contexte de l'avancée de ces outils. Janvier 2025, c'est globalement du chat. Donc, la génération de code, c'est du chat. On est de notre côté, nous, sur les premières expériences du ChatGPT, du Copilot, en l'occurrence, côté code, pour la génération de code. Et on est surtout, le point important, sur de l'humain à 100%. C'est-à-dire que à ce moment-là, on l'utilise vraiment pour des prompts qu'on vous a donnés, c'est-à-dire on découvre, on bidouille, on peut dire, c'est-à-dire je prends un petit bout de code, je copie dans mon chat, je vois un petit peu comment je peux interagir avec, que ce soit de la documentation, que ce soit du fonctionnement, pas plus loin que ça. On a cette première phase, un peu cette expérience du jouet, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on découvre un nouvel outil, on a toujours écrit du code dans un IDE classique, on a une barre de navigation assez rigolote qui nous permet d'interagir, mais par contre, aujourd'hui, on est toujours obligé de copier-coller du code. On n'a pas du tout confiance dans cette IA. En l'occurrence, on est tout à fait d'ailleurs d'accord pour dire qu'il faut être critique sur ce qui est produit. Et là, on est en 2025, en janvier, tout à fait d'accord pour dire que ça ne fonctionne pas à 100%. Donc, forcément, on est content, mais on est bien plus déçu que content. C'est-à-dire que tout ce qui va être produit, aujourd'hui, à cette époque-là, nous semble complètement déconnecté de notre code base. Il n'y a pas du tout de notion de contexte à cette époque-là, ni d'ailleurs dans les outils, ni dans notre approche à cette génération de code. Et du coup, forcément, ce qui en découle, c'est une incapacité de se projeter dans l'outil ou d'essayer d'en faire vraiment un compagnon du quotidien au niveau du code. On n'en est pas encore à cet état-là. On se pose même la question, finalement, est-ce qu'on gagne du temps? Est-ce que ça vaut le coup d'investir dans ces outils-là? Du coup, ce qu'on a identifié comme une deuxième étape, c'était codeur assisté, en gros. Donc, on a mis à peu près 80% du code qui est encore produit par l'humain. Donc ça, c'était il y a à peu près un an. Ce qu'on se disait, c'est, en gros, l'IA va nous produire tout ce qui est boilerplate, ce qui peut être généré facilement et ce qui n'est pas code métier, quoi, avec des outils qui vont évoluer du coup. Avec de la complétion inline, on va avoir la sidebar avec nous, JetBrains AI, et puis un peu plus tard, on va avoir Juni, donc l'outil de JetBrains. Les prompts, ils sont assez simples. Ça va être essaye de me faire un test unitaire. Ça va être des choses génère-moi le DTO, etc. Mais avec des résultats qui sont souvent très aléatoires. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc taper du code, c'est accéléré. Tab accept et puis le boilerplate à la demande. Ça nous produit en gros du brouillon. Il faut vraiment repasser sur tout et lui dire de refaire. Ça peut être assez rapide, ça fait gagner quand même du temps, on était content. Mais on a l'impression qu'il est complètement aveugle en dehors du fichier qui est ouvert, celui sur lequel on travaille.
Donc, voilà, les problèmes qu'on a pu avoir, on a l'impression d'être coincé dans l'IDE sur un seul fichier. Ça ne ressemble pas du tout à un système autonome. Il faut vraiment être tout le temps derrière, comme un stagiaire qui serait pas très bon. Et du coup, le résultat probabilistique, c'est-à-dire que on va, en fait, on fait 2 fois la même demande, il va pas forcément faire 2 fois le même résultat, ce qui est un peu embêtant. Troisième étape qu'on a pu avoir, donc pas longtemps après, ça a été une étape plus rapide, on va dire, pair programmeur. Donc là, les outils qu'on utilisait, ils commencent à être plus efficaces. Là, en gros, c'est un ordre d'idée, mais on écrit la moitié du code, en gros. Et là, on se dit, bon, là, c'est bon, on va résoudre les problèmes ensemble. Donc, la fin de Juni, et du coup, on commence à voir Claude. Et là, les prompts qu'on va lui donner, ils vont être beaucoup plus complexes. Enfin, relativement complexes, mais du coup, parce que la confiance dans l'outil grandit. Et du coup, voilà. Donc, ça ressemble à ça. L'IA, elle écrit le code. Et en gros, le dev, il définit le cadre, l'intention, etc. On fait les... On review le code dans des diffs, du coup, et on va faire on va undo ce qu'il fait si ça nous plaît pas. Donc, comme je l'ai dit, en fait, la confiance monte à chaque itération. Et pour un ordre d'idée, en gros, ce qu'on faisait en un jour, on le fait là en 1 à 2 heures dans les bonnes journées, du coup. Et du coup, les problèmes qu'on a toujours, du coup, à cette étape-là, l'IA ne connaît pas notre façon de faire. Elle connaît notre code, du coup, elle a accès à tout notre code, mais elle ne sait pas nos standards de code, etc. Et ça arrive très souvent que, du coup, elle parte dans quelque chose qu'on doit tout défaire. Et donc voilà, on roll back, on lui redemande, ça tourne. Ça peut être très frustrant à ce moment-là, parce qu'on va tourner en rond, et en fait, ça ne va pas résoudre le problème. Et du coup, voilà. Donc c'est brillant dans les bons jours, mais ça peut être très frustrant dans des tâches qui vont être peut-être plus pointues. Mais voilà. Alors là, à ce moment-là, si on se remet un petit peu dans notre timeline présentée au début, on arrive à peu près en septembre de l'année dernière. Il y a beaucoup de changements. C'est-à-dire que nous, déjà, premièrement, par empirisme, disons, on a appris à un petit peu plus maîtriser ces outils. Ça, évidemment, c'est l'évolution, on va dire, naturelle. Et il y a une deuxième évolution qui vient nous apporter, on va dire, beaucoup d'aide, c'est le développement de ces outils, tout simplement. C'est-à-dire qu'on parlait, donc au début, je vous présentais la partie génération de code pur dans une sidebar. On est passé sur les premiers outils qui commencent à donner la possibilité de contexte, à s'intégrer réellement dans notre workflow. Et là, on arrive à une étape qui est le développement de ces outils. Donc, quand j'entends développement de ces outils, ça vous parle peut-être. Nous, de notre côté, on voit évidemment, à partir de septembre-octobre, l'ajout, côté Claude Code, sur notre partie technique, mais même dans le monde, globalement, des agents IA, la possibilité, finalement, de s'approprier ces outils de manière beaucoup plus poussée. Alors, tout ce qui est listé là, évidemment, ça s'est fait avec les semaines. Tout ça n'est pas arrivé d'un jour au niveau des outils. Mais on se rend compte qu'on est capable, peut-être, de plus en plus, de venir encoder nos savoirs pour faire en sorte que cette IA qu'on trouvait peut-être probabiliste, qui sortait un petit peu des rails et qui n'était pas capable de produire en suivant nos standards, le devienne. Donc ça ressemble à ça. Alors ça, évidemment, en l'état, c'est absolument indigeste au possible, ça ne ressemble à rien. On pourra peut-être, si vous avez des questions, y revenir dessus. Là, c'est une version synthétisée du setup qu'on a à peu près aujourd'hui pour travailler. Attention, ça a été généré par IA. Il y a plein de choses qui sont peut-être, si on zoome, un peu moches. Mais ça donne l'idée que finalement, quand on nous dit il suffit juste d'utiliser l'IA, ben, ça ne se résume pas du tout à ça. C'est-à-dire que derrière, on a du travail, beaucoup d'échecs, beaucoup de tentatives, beaucoup de réunions à avoir, de discussions, et essayer de faire évoluer ce qu'on peut appeler cet outil, ce produit, dans la direction que l'on souhaite en tant qu'équipe. Alors, justement, nous, de notre côté, par rapport à ce que je viens de dire, en tant qu'équipe,
on s'est rendu compte que grâce à ces mois de travail, parce que je considère que c'est quand même beaucoup de travail, on s'est créé notre boîte à outils. On a le LLM, qui est vraiment, je veux dire, le premier niveau, et après, on va être capable, en fait, finalement, avec nos petites briques, tout simplement construire une pyramide. Hein. Et donc, on arrive aujourd'hui, avec notre recul et les outils qu'on s'est créés, à venir réellement modifier notre manière de travailler. Alors là, on vous a donné quelques exemples. On l'a découpé entre la DevX et la ProductX. Donc, en DevX, c'est-à-dire qu'en tant que développeur, si j'utilise un LLM, aujourd'hui, évidemment, je suis capable de générer du code. Ça, c'est une première bonne chose. Hein. Déjà, on peut dire hurrah quand on en est rendu là. Mais surtout, on va pouvoir commencer, une fois qu'on a encodé notre manière de développer, finalement, peut-être passer à l'étape des processus. Qu'est-ce que je répète dans mon quotidien en tant que développeur sur lequel l'IA pourrait venir finalement m'assister. Donc là, par exemple, on va vous donner des exemples. Hein. On a aujourd'hui la capacité, avec notre code, hein, si je simplifie, de lancer le développement complet d'un ticket, on va dire de tâches, hein, de fonctionnalités produits, grâce à l'IA, qui nous permet de A à Z, en partant d'une feuille de spécification, en l'occurrence un ticket Jira pour notre cas, mais ça peu importe, jusqu'à finalement la production de la PR qui peut être normalement partagée, en tout cas aux collègues de l'équipe. Ça, on est capable de le faire aujourd'hui. On a aussi la possibilité, une autre de nos tâches finalement quotidiennes en tant que développeur, hein, c'est gérer des tickets de support. Hein, il peut y avoir des problèmes. On est aujourd'hui aidé par un outil, une commande, en l'occurrence support triage, voilà, qui va nous donner toute une capacité d'aller creuser dans un ticket de support en partant à la base finalement peut-être du ticket, de contexte supplémentaire produit, de rapport Slack ou d'un contexte client, et d'être complètement assisté sur cette section-là et d'avoir en fait finalement une position qui est plus de reviewer sur cette partie-là. Alors, une problématique qui peut arriver finalement avec la génération de code par IA, c'est qu'on en génère beaucoup. Ça, c'est forcément un premier problème. Et donc, du coup, on est forcément tombé de notre côté dans la réflexion, comment gérer ce souci. De notre côté, ça fait partie de la DevX, c'est-à-dire, j'écris du code, je dois être responsable de ma capacité à le faire review ou tout simplement le review. Et donc, du coup, on a des outils aujourd'hui qui nous permettent, par exemple, un AI Reviewer, qui est une instance de Claude, qui est évidemment sur mesure, qu'on a construite avec le temps, qui va être capable de review toutes nos PR en permanence à chaque commit, et également d'apprendre sur les semaines précédentes quel type de review nous faisons finalement nous en tant qu'humains, et nous proposer par semaine l'amélioration de nos règles métiers ou de nos règles de développement automatiquement. Donc ça, c'était des outils nécessaires, en tout cas nous, pour répondre à la génération de code. Côté produit, on a quelques commandes qui peuvent aider pour des choses plus produits. Par exemple, on a une commande pour transformer des DocNotion en Jira, en Epic Jira. On a aussi une commande qui va, depuis un PR, faire de la doc dans Notion. Et du coup, aussi, on a une commande, par exemple, qui va proposer des KPI par rapport à une PR pour voir les usages, etc., que la nouvelle fonctionnalité va pouvoir apporter et du coup monitorer tout ça. Un truc qu'on a commencé à faire aussi avec l'IA, que l'IA nous a permis, qu'on ne faisait pas forcément avant, c'est se créer des outils qui nous facilitent la vie au quotidien, qui vont nous permettre de gagner du temps et de réduire toutes les frictions qu'il peut y avoir pour certaines tâches. Notamment, par exemple, on s'est fait un outil pour les releases, donc envoyer pour faire tout le suivi d'une release, pour l'amener en prod avec tous ces tickets. Et du coup, en gros, s'interfacer avec GitHub, Jira, etc. Et ça va nous faire gagner beaucoup de temps. Un truc sur lequel aussi on est en train de travailler là, du coup, c'est un hub qui va en gros regrouper toutes les features sur lesquelles on travaille en même temps et qui sont dans un worktree. Là, à l'étape où on est, en fait, ce qui est permis par notre pipe, en gros, c'est de travailler plus sur des features en parallèle, de lancer plusieurs agents en même temps sur des features différentes. Ça va créer des workstreams différents, etc. Et du coup, on est en train de travailler à un outil qui va nous permettre de les gérer plus facilement et d'accélérer du coup les temps de dev. Du coup, notre expérience à cette étape-là, parce que du coup, on est à cette étape-là, on écrit beaucoup moins de code.
n'en écrit presque plus. Et du coup, on est plus là pour décrire ce que doit être le pipeline, et du coup, c'est l'IA qui exécute pour nous, en tout cas sur les tâches qui le permettent. Et voilà. La connaissance est du coup partagée sur toute l'équipe. Les patterns, les rules, les contextes qui sont amenés par Claude pour nous le permettent, et tout ça est codé dans cette IA. On essaye, à chaque fois qu'on fait 2 fois la même action, 2 fois le même prompt, de créer quelque chose qui va nous permettre de le réexécuter plus facilement, du coup. Et du coup, voilà. Quand on le fait 2 fois, on essaye de faire un skill ou une commande pour ça. Et voilà, comme le décrit un peu le dessin, on a l'impression qu'avant, on était avec 50 briques de Lego. Et du coup, maintenant, on a l'impression d'être avec 50 000. Moi qui avais décidé de le mettre, c'est pour ça. Alors là où il y a toujours encore des frictions, les outils, ils évoluent très vite, les outils d'IA, il faut suivre, et c'est un vrai travail de suivre tout ça et de mettre à jour, etc. On ne peut pas superviser non plus ce qu'on ne maîtrise pas. Et donc, pour des devs seniors, ça va être un gain de temps incroyable. Pour les juniors ou pour des gens qu'on onboard, ça va peut-être mettre un peu plus de temps. Probabiliste, predictable. Je sais plus ce que c'est. Sur cette partie-là. Non, c'est vrai que ce qui n'est pas évident, là, ça rejoint. C'est pareil, il y a de l'historique, évidemment. On fait face, et ça, c'est par construction, à des LLM, donc des modèles probabilistes. On a beau faire tout ce qu'on peut, nous, techniquement, pour le mettre dans des rails. Il y a un moment, s'il a quand même envie d'en sortir, alors les outils évoluent, il peut le faire. Et ça, malheureusement, c'est vraiment une nouvelle manière de travailler sur cette partie-là. Et en fait, toutes les tâches ne permettent pas non plus de passer dans ce pipe. Il y a des choses où ça va être plus compliqué, et comment dire, toute l'équipe ne va pas forcément avoir les mêmes pratiques, etc. Donc c'est un travail sur lequel il y a encore beaucoup de choses à faire, et tout ça est à travailler, à améliorer encore, et voilà. Alors, ça termine sur une note positive de notre côté, malgré tout, malgré toutes ces problématiques. Ce qui est important de dire aujourd'hui, c'est que du coup, c'est un chemin. Là, on voulait essayer de le découper pour que ce soit visuellement représentable par étapes. Évidemment, ce n'est pas aussi linéaire ou en escalier, ce qui fait qu'on a des difficultés forcément à tacler, des nouveautés et des facilités qui sont amenées par ces outils, mais ça ne nous empêche pas d'essayer d'imaginer, d'une certaine manière, qu'est-ce qui pourrait être la suite. Alors, on l'a appelé étape 5, ça pourrait être 6, 7, 8, 9, on ne sait pas finalement, nous, en tout cas, à l'échelle de notre équipe aujourd'hui et de notre maîtrise de ces outils, surtout de leur vitesse de développement. Mais de notre côté, en tout cas aujourd'hui, ce qu'on voit, ce qu'on arrive à dessiner un petit peu à l'horizon avec soit le développement de nos outils en interne qui nous amènent des nouvelles pratiques, soit évidemment les sorties globalement hebdomadaires de Claude Code sur de nouvelles manières de travailler, à une potentielle étape numéro 5. Alors de notre côté, on pourrait imaginer, parce que là c'est vraiment hypothétique, c'est plus une expérience de pensée, arriver à un stade où finalement, de notre côté, notre objectif sera de s'assurer que la base de connaissances est mise à jour, est respectée, et que derrière, on ait les bons outils pour aller enchaîner ces connaissances et les transformer finalement en valeur, en produits, en palpable, on va dire, pour un utilisateur final. Donc, on pourrait imaginer ça avec des agents, par exemple, qui se lancent automatiquement. Là, aujourd'hui, on a quand même une notion déclarative. À chaque fois qu'on vient utiliser Claude Code, c'est on fait l'action manuelle de le faire. Pourquoi pas imaginer aujourd'hui, si on prend notre cas de figure avec un tableau Jira avec un ticket, qu'un ticket tombe, puisse être analysé, puisse être trié, puisse être finalement codé en respectant nos règles métiers, nos outils, pour arriver à un code peut-être livrable en production. Alors là, attention, on est toujours dans l'expérience de pensée, là, il n'y a pas de limite, on peut dire ce qu'on veut. Nous, le point important, c'est la partie confiance. Dans tous les cas, un développeur se doit à un moment, on va dire, tous les moments plutôt, d'être responsable de ce qui va partir en production. Mais c'est vrai que ça remet en question quand même cette position du développeur par rapport à son code.
qui aujourd'hui était finalement assez basique, hein, on était forcément le responsable. Là, ça peut remettre ça en question. Et un point qui nous paraît important aujourd'hui, sur lequel on travaille nous en tant qu'équipe, c'est la capacité aussi de tracer toutes ces actions, comme on le fait en fait, ce soit des logs de serveurs, imaginez. Il va falloir travailler, nous en interne, on s'en rend compte, hein, sur la traçabilité de tous ces IA, tous ces agents, surtout quand on commence à en avoir beaucoup en parallèle. Il faut être capable, malgré tout, et surtout dans ce monde probabiliste, de garder un fil conducteur sur l'enchaînement de ces événements. De notre côté, la grande question qui peut rester, ou en tout cas où beaucoup de personnes peuvent se la poser aujourd'hui, c'est finalement, qu'est-ce que je deviens? Moi, je suis développeur, j'ai commencé mon travail en tant que développeur. Il y a 1 an et demi de ça, j'écrivais mon code, je poussais mon code et tout allait bien. Ça veut dire que je n'avais pas de peur par rapport à ça. On a l'impression, nous, d'être dans ce passage, donc de dev à orchestrateur. On n'a aucune idée de qu'est-ce qui pourrait être l'avenir. Alors, de notre point de vue, et là, ça va me permettre d'enchaîner un petit peu sur nos grandes conclusions à l'étape où nous sommes aujourd'hui, c'est clairement un cheminement. C'est-à-dire que, de toute manière, la question de est-ce que demain j'ai encore un travail, je pense que c'est oui. Parce que c'est beaucoup de temps de travail. Alors là, je vous donne un chiffre rapidement, on ne l'a pas écrit, mais je l'ai sorti quand même par information. On a à peu près généré en 1 an et demi, on a 42 000 lignes de contexte pour nos IA, qu'on a dû écrire, qu'on a dû générer, qu'on a dû tester, refaire, etc. Donc, évidemment, c'est pas venu tout seul. On a plus de 70 skills pour ceux à qui ça parle sur Claude. On doit avoir une douzaine d'agents, des pipelines. C'est un entretien. En fait, finalement, le travail peut-être qu'on faisait avant à générer du code, aujourd'hui, il est peut-être différent. Il y a aussi un impact humain, évidemment, parce que ça veut dire qu'on fait face à fond à la résistance au changement. C'est très facile de se dire utiliser l'IA. Maintenant, se rendre compte finalement que ce n'est plus la même chose que de travailler comme hier, ça questionne et c'est globalement un vrai accompagnement humain à mettre en place. Et ça nous amène souvent à une autre conclusion, qui est que on s'est rendu compte que c'est rarement l'IA le problème en soi, parce qu'on peut dire ça que c'est un outil, c'est neutre, si je simplifie. Ça va nous demander remettre en cause nos process, mais remettre en cause aussi finalement notre manière de travailler. Peut-être qu'avant, on acceptait en tant qu'humain, parce qu'on était évidemment complètement différent d'une IA, capable de remplir plein de trous dans la raquette quand on est en train de travailler. Une IA, évidemment, ne peut pas le faire. Donc, ça nous questionne aussi sur notre capacité à partager nos connaissances. Peut-être qu'aujourd'hui, on peut travailler finalement tout le temps en équipe. J'en sais rien, hein, tout ça, c'est des questions, évidemment, mais qui émergent un petit peu de ces usages. Et dernièrement, je répète un petit peu, mais pour nous, c'est un point important. Ce qu'on voit, c'est pas une disparition du métier de développeur, en tout cas aujourd'hui chez Datadome dans notre équipe, c'est plus une réelle évolution. Tout ça, évidemment, doit venir d'une motivation intrinsèque par personne, mais on pouvait résumer le développeur comme étant la personne qui écrivait du code. Déjà, je pense en fait que ça, c'est faux. C'est un premier constat qui est faux, c'est-à-dire est-ce que notre métier va développer? Écrire du code, peut-être, je n'en sais rien, mais on ne se résume pas qu'à ça. Et ce qui fait qu'en fait, on est capable, finalement, avec ces outils, de se rendre compte qu'on peut apporter de la valeur à d'autres étapes. La génération de code, ok, ce sera peut-être plus ma force, j'en faisais 80%, mais finalement, apporter de la valeur, c'est peut-être aussi avoir des bonnes idées, proposer des outils pour l'équipe, etc. Là, je ne vais pas tous les énumérer, mais nous, de notre côté, on souhaite vraiment insister là-dessus, on ne va pas supprimer les développeurs, ils vont simplement évoluer. Merci en tout cas pour votre attention. Vous en laissez un pour nous deux. Voilà. Merci. Et puis, je vais en prendre un autre pour faire passer dans le les questions. public. Est-ce qu'on a des questions? Eh oui. Bonsoir, merci pour le talk. J'ai une question. Vous dites que vous n'écrivez plus de code. Du coup, quid de la qualité? C'est-à-dire, comment est-ce que vous la regardez et est-ce que vous avez des harnais ou du harness pour pouvoir assurer qu'il y a une certaine qualité de code? En gros, comment vous faites? C'est gentiment posé. Une qualité de code, c'est sympa. Parce que j'aurais bien tenté, il n'y a plus rien et on y va à fond. Et on va pas faire ça. Tu veux peut-être répondre? Ou j'y vais sinon. Ou alors vous en fichez, hein. Ça peut être aussi une autre approche qui est que non mais je pense que les choses vont vers là, donc peut-être que vous y êtes déjà, mais c'est vraiment une question ouverte. C'est une très bonne question, je pense. Alors là, le parti pris évidemment de la présentation, je ne rentrerai pas dans ces détails-là. Alors à l'inverse, je pense que le fait de peut-être se libérer du temps à écrire du code, j'en ai parlé un petit peu à un moment sur une slide, nous force à passer plus de temps à se créer des outils ou des filets pour le vérifier. Donc, un exemple concret au sein de notre équipe, aujourd'hui, l'écriture de tests unitaires, ou on va dire la couverture de code, l'analyse de code statique, n'est plus une question, ça devient quasiment obligatoire. Voilà, de toute façon, c'est
obligatoire sur les PR, mais aujourd'hui, on peut atteindre des niveaux qui pouvaient paraître un petit peu absurdes quand on était simplement développeur. On pouvait mettre des quality gates à des 75-80%. Aujourd'hui, si on met 100%, finalement, ça ne pose plus de soucis. Donc ça, j'ai une première réponse. On pourrait me dire, mais ça couvre peut-être pas tous les tests unitaires, ce qui est vrai. Et c'est comme si on se mettait plein de filets partout. Il y a bien un moment où on va tomber sur un filet. Ça, c'est une première réponse, disons. Et deuxièmement, ça nous permet de nous libérer du temps de dev, disons, pour aller chercher justement d'autres outils de couverture. Ça peut être les tests end-to-end. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui connaissent la souffrance que c'est à maintenir, par exemple, la génération de tous ces scénarios. Aujourd'hui, on est capable de l'automatiser et de justement passer du temps, donc travailler, à mettre en place des règles pour que notre IA puisse le faire le mieux possible en ayant de plus en plus de règles. Donc, je dirais, ça peut, dans le sens où on peut vite tomber peut-être dans le travers de se dire, mon code est généré, c'est parti, je peux l'envoyer en prod. Évidemment, il ne faut pas faire ça, mais ça nous laisse du temps pour y réfléchir en tant qu'équipe et trouver des solutions à mettre en place. Mais je pense en effet que c'est un travail permanent, surtout si on commence à générer de plus en plus de code, il faut s'équiper encore plus sur la qualité. Merci. Merci. Est-ce qu'on a une autre question? Oui. Merci. Merci pour la présentation. Je me posais une question en termes de conduite du changement, justement, parce que ce que vous avez dit, c'est, je pense, rencontré dans de nombreuses entreprises, à savoir beaucoup de réfractaires à ce changement-là, parce que c'est assez profond. Qu'est-ce que vous avez mis en place, vous, chez Datadom, justement, pour accompagner ce changement? Vas-y, je te sentais. Il fallait que j'en parle. Alors, on a parlé aujourd'hui, du coup, c'est pour ça. Je pense que déjà, il faut écouter. Pourquoi c'est pas... par exemple, le pipe ne serait pas utilisé par tout le monde. C'est quoi les arguments? Est-ce que ça convient pas à tout le monde? Est-ce que c'est une question de personne? Est-ce que c'est une question de je m'y retrouve pas, je suis pas à l'aise avec le code que ça produit, etc. Je pense qu'il faut écouter. Il faut essayer d'améliorer les outils, parce que les outils qu'on a aujourd'hui, ils sont pas du tout parfaits. Et je pense que c'est des bons feedbacks, justement. Et on va travailler là-dessus, et puis on va essayer de convaincre. Et justement, les gens qui ne sont pas convaincus, je pense qu'ils ont des bonnes raisons. En tout cas, dans notre équipe à nous. L'autre point, parce que alors là, c'est vrai que ça on retrace sur 1 an et demi. Je pense que déjà, premièrement, ça aide. Et vraiment revenir sur le fait que c'est pas un switch, c'est important, je pense, par rapport à la conduite du changement, évidemment. Un deuxième point, c'est peut-être avoir des éléments qui, si des éléments sont vraiment intéressés, enfin, je veux dire des personnes, évidemment, sont intéressés par l'approfondissement de leurs connaissances, ça peut être un premier point pour essayer, en fait, en tant que personne, c'est-à-dire si je suis convaincu que l'outil est utile, c'est beaucoup plus facile déjà de convaincre, premièrement, donc je pense que si c'est imposé, c'est compliqué. Deuxièmement, ça peut être aussi, une fois qu'on trouve ces éléments qui sont un petit peu plus convaincus, moi, je trouve surtout important d'impliquer les gens qui, aujourd'hui, peuvent ne pas l'être, parce qu'en soi, impliquer, ça ne veut pas dire forcer à utiliser du tout, ça veut dire co-construire. Par exemple, si on parle des outils qu'on a présentés, on les a co-construits, c'est-à-dire qu'on lance la graine, l'idée, pourquoi pas, ça on peut, on va dire en un prompt, je résume, je simplifie, j'ai l'idée, et après, en fait, la vraie valeur, une fois de plus, ce que je disais, c'est l'équipe. C'est-à-dire que moi, j'ai peut-être une bonne idée, mais c'est évident que Sébastien va apporter une autre vision de son spectre et va pouvoir l'ajouter. Et ça, c'est là où l'IA est intéressante, c'est qu'elle permet de décupler cette capacité de partage. Donc, il faut commencer doucement, avoir, je dirais, des personnes motivées, et puis après le faire en fédération et en équipe. Merci. Oui, ce sera la dernière question. Merci pour la présentation. Est-ce que vous avez mesuré un gain de productivité? Et si ce n'est pas de la productivité, est-ce que vous avez augmenté quelque chose d'autre dans la qualité de ce qui est produit dans l'équipe? Alors, bonne question. Pour l'instant, non. Alors, en termes de calcul, on n'a pas mis en place de KPI ou vraiment de dashboard qui permet de savoir, oh là là, vraiment, depuis que j'utilise l'IA, ils sont beaucoup plus performants. Je pense qu'aujourd'hui, on est quand même au sein de Datadom, je me permets de dire, dans une phase assez exploratoire, c'est-à-dire qu'on essaie de tâter, de trouver quelle est la bonne approche. Donc, il n'y a pas cette notion-là encore. En termes de ressenti, alors c'est partagé par les gens qui l'utilisent, là je ne peux mettre que ma parole en jeu. Cette sensation qui avait été émise, la métaphore des Lego, moi honnêtement aujourd'hui, si je devais simplifier, j'ai jamais été aussi content d'être développeur. Ça peut paraître peut-être un peu paradoxal, mais justement, c'était pas forcément écrire du code, mon seul paradis, c'était de me dire, je peux en écrire plein pour construire des choses que j'avais en tête, mais qui aujourd'hui, j'étais limité en me disant, ça va prendre 10 jours. Donc, le ressenti humain, je pense que c'est par équipe,
par personne, même hein, c'est beaucoup plus bas que ça. Mais on n'a pas aujourd'hui de capacité de se dire, voilà, on est 3 fois plus productif. Puis en plus, j'imagine que ça dépend comment on calcule la productivité. Est-ce que c'est vraiment le time to delivery, qualité de code, etc. Donc, meilleure qualité de code, c'est un meilleur quality gate si on parle sonar, meilleur. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Non, en tout cas, on nous a dit que ça valait le coup. Je demanderai à Christophe. On va le mesurer. Voilà, Merci, monsieur. Merci.